Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je suis venu vous faire cette petite vidéo pour faire une petite rétrospective sur, on va dire, le scénario économique mondial et sur justement la conjoncture donc du Brésil par rapport à ce scénario. Et donc pour pouvoir commencer donc justement cette analyse, donc je vous propose de partir sur des chiffres récents donc de l'économie brésilienne. Donc ça sera notre point de départ. Donc déjà en avril de cette année, la croissance du secteur industriel au Brésil a augmenté de 8,9%. Donc il s'agit donc de la plus grosse croissance depuis 5 ans. Donc, on va dire une grosse croissance pour le secteur de l'industrie. Les ventes du secteur automobile, elles ont augmenté de plus de 20% par rapport à l'année dernière. Et les ventes immobilières ont doublé, elles aussi, donc par rapport à l'année dernière. Voilà. Donc, on voit tout doucement que justement ces résultats sont plus que satisfaisants et que le Brésil est en train doucement donc de sortir de sa crise. Le problème c'est que malgré ces bons résultats, il y a deux facteurs qui viennent plomber cette sortie de crise. Donc un premier facteur c'est les élections d'octobre, les élections présidentielles d'octobre, en fait, qui génèrent un climat d'incertitude et qui amène en fait les investisseurs à se protéger, à vouloir se protéger. Donc, de quelle manière les investisseurs se protègent? En achetant justement du dollar. Et donc là, on a des achats massifs en dollars. Et on a en fait un deuxième facteur qui est un facteur externe et qui est l'augmentation donc des taux d'intérêt par la Fed, donc par la Banque centrale américaine, qui elle depuis quelque temps mène une politique justement d'augmentation des taux d'intérêt. Et donc ça, en fait, ça crée, on va dire, ça crée une amplification de la dévalorisation du réal par rapport au dollar. Donc on voit justement la monnaie brésilienne se dévaloriser et justement vu qu'il y a un achat massif en dollars donc de la part des Brésiliens et qu'il y a une augmentation donc, des taux d'intérêt, donc une augmentation du dollar par rapport à la Fed, et donc ça crée vraiment un effet amplificateur et donc ça dévalorise nettement la monnaie brésilienne, donc le réal. Donc, ce qui aussi est important donc, de prendre aussi en considération, malgré ces deux facteurs qui, on va dire, qui plombent la sortie de la crise, hein, puisque bon, la sortie de la crise, en fait, à court terme, elle va être retardée, puisque bon, ça oblige justement la Banque centrale du Brésil à revoir ces chiffres donc, de la croissance brésilienne, puisque les perspectives de croissance en début d'année donc, du PIB brésilien, elles étaient à 3%, et aujourd'hui on est seulement à 1,5%. Donc, et donc ça fait en sorte que la Banque centrale a suspendu donc sa politique donc, de réduction des taux d'intérêt. Donc voilà, donc ça c'est à suivre de près, puisque si elle ne continue pas à réduire ses taux, donc là il va certainement y avoir, on va dire, une baisse de productivité dans l'économie brésilienne. Cependant, par rapport au scénario politique, la bonne nouvelle, c'est que ce soit donc à la droite ou à la gauche, aujourd'hui, tous les partis politiques s'entendent pour dire que la priorité, c'est la réforme donc, de la sécurité sociale, puisque le problème de la sécurité sociale est relativement important au Brésil. C'est lui qui est à la base justement de tous les déficits budgétaires, hein, donc notamment les déficits publics. Il y a aussi le problème donc, de la corruption, mais grâce à cette crise, justement, il y a une conscience des populations qui s'est mise en place. Et donc, il va y avoir aussi une amélioration sur le plan de la corruption. Et donc, le deuxième gros problème, justement, c'est la sécurité sociale. Donc, vu qu'aujourd'hui tout le monde s'entend pour la résolution de ce problème majeur, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie et pour la politique brésilienne. Voilà, donc ça c'est pour faire le point sur l'actualité brésilienne en ce moment. Et donc là, je vous propose de nous porter donc, sur un scénario un peu plus global, sur une vision un peu plus globale donc, de l'économie mondiale.
et de voir comment le Brésil se positionne par rapport à ça. Donc en premier lieu, on va prendre, on va partir sur un chiffre sur, on va dire, l'économie brésilienne et américaine. Donc il faut savoir que, en gros, aujourd'hui, un Américain et un Européen, un Occidental, en gros, est 25 fois plus endetté qu'un Brésilien. Donc, vu que donc le taux d'endettement au Brésil est nettement inférieur et que les économies occidentales, Europe et les États-Unis arrivent vraiment à des niveaux d'endettement qui sont super élevés, aujourd'hui, le constat c'est qu'il n'y a pas 36 solutions pour ces pays-là pour diminuer la dette. Soit, donc une des solutions que vous avez, c'est soit faites les Européens ou les pays occidentaux, ils peuvent faire comme l'Argentine, c'est-à-dire la solution carotte, faire comme en Argentine. En 2001, l'Argentine, elle a décidé donc de ne pas payer sa dette. Bon, le problème, c'est qu'en un an, son PIB a diminué de pratiquement donc 18%. Pour que vous ayez une idée, pendant les 3 dernières années de crise au Brésil, le PIB il a baissé seulement de 3% et ça a été une catastrophe monumentale. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter une baisse de PIB donc de 18% en un an. C'est un truc, on va dire, je ne sais pas comment le qualifier, mais ça serait, on va dire, une catastrophe. Quelles autres solutions pour baisser, pour sortir de cet endettement, la baisse du niveau de consommation et l'augmentation des épargnes. Donc ça serait aussi, aussi une solution. Mais le problème, c'est que si il y a une baisse du niveau de la consommation et une augmentation des épargnes, et que, on va dire, un pays tout entier commence, on va dire, à ne plus consommer, ce qui va se passer, c'est que sa croissance, elle va stagner, elle va baisser. Et c'est, on va dire, la configuration qu'on a en ce moment donc, dans les pays occidentaux. En fait, il n'y a plus de croissance. On est dans, on va dire, une stagnation donc de la croissance, puisque il ne peut plus y avoir donc de croissance envisageable, puisque les taux d'endettement sont arrivés à des niveaux qu'il est très difficile donc de relancer la croissance. Donc là, la seule et unique manière, on va dire, de relancer l'économie, c'est ce que les banques centrales s'emploient à faire, c'est justement l'injection de capital donc, dans l'économie et la baisse justement des taux d'intérêt. Donc, ce qui se passe, c'est que les banques centrales, comme je disais, donc elles baissent les taux d'intérêt, c'est que quand il y a justement une augmentation de la masse monétaire et une baisse des taux d'intérêt, donc les entreprises et les ménages, ils s'endettent de plus en plus, et donc là, la dette, elle s'envole, elle va sur la stratosphère. Donc ça ne résout pas le problème, puisque la croissance en fait, des entreprises, elle est boostée en fait, par la dette, donc c'est du faux rendement, c'est de la fausse, on va dire, de la fausse croissance. Hein. Vous avez les actions des entreprises qui se valorisent, etc., la productivité qui se valorise. Le problème, c'est que de notre côté, vous avez la dette, elle, qui gonfle elle aussi. Et donc là, il suffit en fait que la Banque centrale, d'un moment à un autre, elle décide donc d'augmenter ses taux d'intérêt. Et donc là, on arrive à des scénarios qui peuvent être catastrophiques pour l'économie occidentale. Et on va dire, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc en plus de ça, vous avez aux États-Unis un mec comme Trump qui prend le pouvoir, donc avec des propositions, on va dire, un peu olé olé, si je puis dire. Donc en fait, en gros, ce qu'il dit, c'est voilà, on va plus laisser rentrer les immigrés sur le territoire américain, car en fait, je veux que les emplois soient redonnés aux Américains. Ok, super. Donc le problème, c'est que, à mon avis, il a mal fait son calcul. Déjà, les Américains de souche, je pense pas qu'ils soient d'accord pour faire, on va dire, les travaux durs, les travaux plus pénibles. Et puis, même s'il arrivait, on va dire, à redonner l'emploi aux Américains, voilà, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que
vu que les salaires américains sont beaucoup plus élevés que les salaires d'autres personnes, ben, le coût de production augmente. Si le coût de production augmente, ça veut dire que le produit fini et les services finis ben, vont augmenter aussi, donc la somme des produits et des services va augmenter, et donc l'inflation, elle aussi, elle va augmenter. Donc en fait, une augmentation donc, de l'inflation. Et donc, si y a augmentation donc, de l'inflation, on retourne justement à l'augmentation, on revient à l'augmentation donc, des taux d'intérêt. Ben, c'est ce qu'on voit assister en ce moment, depuis que Trump en fait, a assumé la présidence américaine, le taux d'intérêt US sur 10 ans, donc à savoir que le taux d'intérêt US sur 10 ans, c'est le taux qui balise le coût du capital aux États-Unis et dans le monde, hein, puisque bon, vu que les États-Unis sont les seuls à produire la monnaie qui permet de tout acheter dans ce monde, qui s'appelle le dollar, bien évidemment, donc le taux US donc sur 10 ans, c'est quand même le taux qui balise le coût du capital mondial. Et donc ce taux, il est passé donc de 1 à 2,5%. Donc c'est quand même énorme, puisque ça représente une augmentation donc, de 150%. Donc c'est comme si, en fait, au Brésil, les taux d'intérêt, ils passeraient de 10 à 25%. Donc, ça serait vraiment une catastrophe dans l'économie. Et donc, c'est ce qui s'est passé depuis que Trump a assumé le pouvoir. Donc, les taux d'intérêt aux États-Unis, ils ont augmenté donc de 150%. Voilà. En plus de ça, donc de notre côté, vous aviez donc les Chinois qui eux étaient les principaux créanciers donc, du financement américain, et à cause justement de la politique que Trump a mise en place, les Chinois ont décidé justement de ne plus financer l'économie américaine. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en cours de financement à cause de ce que Trump a mis en place, notamment la reconnaissance donc, de Taïwan, qui a causé donc, des gros on va dire, problèmes entre la Chine et les États-Unis. Donc, les États-Unis qui sont en train de perdre donc, leur financement donc, de la Chine, et donc ce que Trump lui fait aussi, donc qui n'est pas aussi intelligent par rapport à ce scénario, donc lui en fait Trump s'aperçoit qui donc justement grâce ou à cause du fait que il est décidé justement d'employer donc, de la main-d'œuvre américaine, il s'est aperçu justement que les coûts de production donc, avaient augmenté, et pour pouvoir justement compenser cette hausse des coûts de production, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse justement l'impôt. Donc il baisse les impôts donc, des personnes physiques et des entreprises, donc, qui peut être on va dire, une solution à part entière. Donc le problème c'est que avec une diminution donc, de la collecte d'impôts et justement une augmentation des dépenses, on arrive à un problème donc, de déficit, et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donc un problème de déficit, les sources de financement qui, elles, se réduisent considérablement, et vu que ces sources de financement elles se réduisent considérablement, la Fed, il faut qu'elle mette en place une solution pour pouvoir se financer ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en place en fait une politique d'allègement de son bilan patrimonial. Donc, en gros, on va dire, pour que tout le monde comprenne ce qu'elle met en place, ça veut dire c'est qu'elle met en place donc une politique de vente du bon du trésor en masse, donc 4500 trilliards de dollars, ce qui est relativement énorme. Et donc là, ce qui se passe, donc elle met en place justement cette politique où en fait où elle commence à vendre donc des bons du trésor, et les bons du trésor qu'elle met à la vente donc payent on va dire un intérêt qui est au-dessus donc de l'inflation. Et vu que, on va dire, dans le monde occidental, notamment en Europe,
le placement, les épargnes, elles sont relativement, on va dire, elles sont négatives, donc il y a plus les investisseurs, c'est pas du tout intéressant qu'ils placent leur argent en épargnant ou qu'ils fassent de l'épargne. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Là, la Fed, de cette manière, elle est en train de faire quoi? Ben, de réduire la masse monétaire mondiale. Pourquoi? Parce que bon, les investisseurs, vu qu'ils placent leur argent, on va dire, sans intérêt, aujourd'hui, si on leur propose justement un placement sur des bons du trésor qui va rémunérer au-dessus donc, de l'inflation, donc ben, en fait, tout le monde va se jeter dessus, donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc en fait, l'argent sort de l'économie réelle, sort du financement donc, des entreprises pour rentrer donc, dans les coffres de la Banque centrale américaine. Et donc, on voit ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire petit à petit, on voit là une réduction donc, de la masse monétaire mondiale. Donc, ça va conduire à quoi tout ça? Ça va conduire à un énorme collapse financier, donc à une énorme crise. Et ça, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va se passer, mais je vous le dis, c'est imminent. Donc il va y avoir une crise qui est en train de se mettre en place. Donc il n'y a pas d'autre échappée, il n'y a pas d'autre solution. Hein, mais réduction de la masse monétaire, moins d'oxygène dans l'économie, donc crise. Il n'y a pas d'autre solution. Bien évidemment, tout le monde va être impacté par rapport à cette crise, mais par exemple, le Brésil il va être beaucoup moins impacté que tout le monde. Pourquoi? Tout simplement puisque le Brésil est beaucoup moins endetté que les pays occidentaux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2008. Tout le monde a été affecté. Le Brésil, lui, il a été affecté seulement pendant 6 mois. Et c'est même à partir justement de 2008 que l'économie brésilienne elle s'est le mieux portée. Donc en fait, le Brésil reste quand même un pays refuge par rapport à ça. L'histoire nous le dit, puisque déjà, on va dire, la conjoncture économique du Brésil, vu que c'est un pays qui est producteur donc, de matières premières, et donc il a un cycle contraire aux pays qui sont les pays justement industrialisés. Donc, et vu que le Brésil n'est pas, on va dire, n'est pas aussi endetté, bien sûr, il a de la dette en dollars, le Brésil, mais la dette, elle est, on va dire, relativement moins importante par rapport justement au pays occidental. Donc il sera affecté, mais beaucoup moins affecté que la zone euro et les États-Unis, donc l'Occident en général. Donc, ce qu'on voit apparaître aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a en Occident en général, on voit apparaître donc de plus en plus donc, de tensions sociales, vu qu'il y a moins d'argent dans l'économie, il y a moins d'emplois, donc il y a les tensions sociales qui commencent à monter. On voit apparaître en fait tous les types de démagogie qu'on voyait apparaître avant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez en gros les mecs de gauche qui vous disent que le problème vient donc des riches, vous avez les mecs de droite ou l'extrême droite qui vous dit que le problème vient des émigrés, donc les écarts sociaux se creusent de plus en plus, il y a une fracture sociale qui est en train de se causer, donc il y a le sectarisme qui se met en place. Vous avez donc la montée des extrêmes. Donc en gros, si on regarde bien, on se retrouve dans le même scénario qu'on avait donc durant les années 30, justement avant la Seconde Guerre mondiale et après donc la crise de 29. Et donc là, on est vraiment dans cette même configuration où on peut se dire que ça monte, les conflits montent de plus en plus. On le voit, hein, il y a de la tension dans l'air. Et donc ça peut péter d'un moment à l'autre. Et ça, on va dire, ce scénario ne sent pas bon du tout. Donc, comment, dans un scénario comme celui-ci, comment le Brésil se positionne? Malheureusement, c'est un scénario vraiment, on va dire, un très mauvais scénario, ça sent pas bon. Mais on va dire, le Brésil, lui, par rapport à ça, on va dire, il a sa carte à jouer, puisque indirectement, ce scénario va bénéficier donc
le Brésil et l'économie brésilienne. Puisque si on va y avoir, donc, des conflits donc, dans cette zone du monde, donc les pays qui sont à l'extérieur de cette zone de conflit donc, vont se bénéficier. Donc si on veut faire une analyse sur justement les pays qui sont à l'extérieur de cette zone de conflit et qu'on essaie de déterminer justement les facteurs qui déterminent les avantages compétitifs donc, de ces pays. Donc, en gros, ben, quels sont les facteurs qui déterminent l'avantage compétitif d'un pays? Donc, ben, vous avez dans les pays riches en Occident, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Donc ça, ben, c'est normal, c'est partie donc il y a une culture, il y a une éducation. Donc, on a de la main-d'œuvre qualifiée. Le problème, c'est que la main-d'œuvre qualifiée, dans une économie qui n'a plus aucune perspective de croissance, c'est compliqué. Quels sont les autres facteurs qui donnent un avantage compétitif à un pays? Donc sa taille, hein, la taille de la population, donc notamment aujourd'hui l'Inde et la Chine, qui ont une énorme population. Qui dit énorme population dit plus de main d'œuvre, qui dit plus de main d'œuvre dit réduction donc, des coûts de production, et qui dit réduction des coûts de production dit compétitivité. Donc c'est pour ça que on va dire dans l'industrie du côté donc, de la Chine et dans les services du côté de l'Inde, l'Inde et la Chine donc, vont dominer au moins pendant les prochaines 30 années. Donc la Chine sur les services, non, la Chine dans l'industrie et l'Inde sur les services. Et donc ça, c'est une réalité de fait, puisqu'elles ont des énormes populations. Quel serait donc le deuxième avantage compétitif pour un pays? Ben, c'est justement un espace territorial. Donc des pays qui possèdent un énorme espace territorial, donc, notamment comme le Brésil, comme l'Australie, donc des pays qui possèdent des grands espaces et qui ont des populations qui, elles, ne sont pas si importantes. Bon, la population, par exemple, brésilienne, elle est importante, mais comparée à son espace territorial, on va dire, elle n'est pas si importante que ça. Et donc là, ça crée donc des avantages compétitifs sur tout ce qui vient donc du sol, tout ce qui vient de la terre. Donc en gros, tout ce qui est production, donc tout ce qui est métal, minerais, alimentation, etc., etc. Donc mais ça, c'est vraiment un scénario favorable pour ces pays, donc dans cette conjoncture globale, puisque d'un côté, vous avez malheureusement l'Europe, l'Occident qui est arrivé à bout de son cycle, hein, malheureusement. Vous avez d'un autre côté la Chine et l'Inde qui sont en pleine croissance, donc ils vont voir leur population augmenter, une population qui va devenir en fait de plus en plus riche et qui va consommer de plus en plus, et donc ça va favoriser l'économie brésilienne, puisque en Chine et en Inde, il n'y a plus d'espace pour planter, il n'y a plus d'espace pour l'alimentation, vu que c'est occupé par les industries. Donc ces gens-là, il va falloir qu'ils se fournissent en aliments dans le monde, hein, et notamment au Brésil. Pourquoi? Parce que le Brésil fait partie, donc, on va dire, d'un pays où il y a, donc le Brésil, c'est où il y a en ce moment 40% donc, des terres cultivables dans le monde. Et donc, le Brésil va devenir, on va dire, le grenier, est déjà le grenier du monde, mais va le devenir de plus en plus, puisque, comme je vous disais, 40% donc, des terres cultivables dans le monde sont au Brésil. Un autre petit détail, bon, pour revenir sur Trump, c'est que avant son élection, avant l'élection donc de Trump, sur les 10 plus grands marchés mondiaux d'aliments, le Brésil avait seulement 2 accords de libre-échange et les États-Unis en avaient 3. Sauf que avant que Trump arrive au pouvoir, les États-Unis étaient en train de négocier avec 6 autres pays, ok, et depuis que en fait, Trump est arrivé au pouvoir, toutes ces négociations ont été suspendues. Et donc ça a permis d'offrir au Brésil vraiment un énorme avantage,
puisque ça met le Brésil justement en tête de liste pour que ça devienne le principal leader en fourniture justement d'aliments et de matières premières. Donc en fait, les politiques de Trump, elles ont favorisé le Brésil. Donc ça, c'est un bon point justement pour le Brésil. Donc voilà. Donc ça, c'était une vision, on va dire, globale de ce qui est en train de se passer en ce moment et comment le Brésil donc, se positionne par rapport à ça. Comment les investisseurs peuvent réagir par rapport à ça, comment ils peuvent se protéger par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc sur du court terme, vu que la politique donc, de la Fed, de la Banque Centrale Américaine, donc, de réduction donc, de masse monétaire à travers justement la mise en place de vente de ces bons du Trésor va continuer, puisque aujourd'hui sur les 4500 trilliards, je pense qu'elle est arrivée seulement à la moitié, donc elle va continuer à émettre dans l'économie, donc à mettre à la vente donc, des bons du Trésor, et donc la masse monétaire va continuer à réduire, et donc le dollar va continuer, lui, à augmenter. Donc une des solutions pour les investisseurs sur le court terme, c'est l'acquisition de dollars, puisque bon, le dollar va continuer à se valoriser. L'euro, lui, par rapport à ça, le problème c'est qu'il va y avoir, le dollar va continuer à se valoriser par rapport à l'euro, et l'euro, bon, il est quelque peu aussi condamné par rapport à ce qui se passe en Europe, et je pense que il est fort probable que l'euro vienne à imploser. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, une des manières de se protéger, c'est l'acquisition de dollars. Ça peut être aussi l'acquisition justement d'or, puisque l'or aussi c'est une bonne valeur refuge. Le problème c'est que la disponibilité en or, je ne pense pas qu'elle soit suffisante pour pouvoir couvrir l'ensemble de la demande. Et vous avez justement, comme manière refuge, justement, les actifs immobiliers ou fonciers, donc dans ces pays qui possèdent justement ces avantages compétitifs par rapport à ce scénario mondial dont le Brésil fait partie. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le Brésil, c'est donc un pays refuge, tant pour l'investissement, tant pour l'expatriation par rapport à ce qui peut se passer donc, en Europe. Bon, personne ne peut prédire exactement ce qui va se passer, mais il ne faut pas être dupe pour voir qu'il y a de la tension dans l'air et que ça peut péter à n'importe quel moment. Et donc, le Brésil peut se positionner comme un pays refuge, tant pour de l'expatriation, tant pour de l'investissement, puisqu'il possède, on va dire, toutes les caractéristiques pour le futur de l'économie mondiale. Voilà, donc j'espère avoir été, on va dire, avoir été clair donc, dans l'exposition de mon point de vue, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.